Imaginez un relief montagneux sillonné de routes sinueuses. Le spectacle est superbe, mais y circuler prend beaucoup trop longtemps. Savez-vous ce qui a été entrepris en Chine, dans la province du Guizhou? Une vaste chaîne a été dynamitée afin d'y ériger un pont. Mais il ne s'agit pas d'un simple ouvrage, c'est un authentique chef-d'œuvre d'ingénierie. Prenons donc la route pour le franchir. Les riverains affirment qu'il n'existe pas la moindre étendue plane dans le Guizhou. Plus de 90% du territoire est formé de montagnes et de collines. Ce décor, aussi splendide soit-il, engendre de lourdes contraintes logistiques. Venir en touriste pour admirer les paysages diffère grandement du fait d'y vivre et de devoir s'y rendre au travail quotidiennement. Les trajets imposaient de longs détours sur des routes tortueuses et des pentes abruptes. Un déplacement pouvait durer près de 2 heures. Des ingénieurs ont toutefois édifié un pont ramenant ce temps à 120 secondes. Ils ont littéralement fendu une montagne, traçant une entaille en V dans la roche. Une route a ensuite été percée à travers le massif, puis prolongée vers un pont élevé franchissant un immense canyon. L'ensemble est conçu avec une telle précision que l'on perçoit à peine la transition entre la section creusée dans la montagne et le pont. Sa longueur totale atteint 2900 mètres, soit environ un tiers de la hauteur de l'Everest. Pourtant, c'est moins sa portée que son élévation qui impressionne. Le pont du canyon de Huajiang est réputé le plus haut du monde. Imaginez-vous conduire à près de 620 mètres au-dessus du sol, soit presque 6 fois la hauteur de la Statue de la Liberté. Toutefois, ce n'est pas qu'une voie de circulation, c'est aussi un site touristique majeur. Que peut-on y faire? Se promener et contempler le panorama n'en constitue qu'un aspect. Un ascenseur panoramique vitré relie l'autoroute au fond du canyon. Vous pouvez déjeuner dans un café sur 2 niveaux aménagé dans l'une des tours, avec une vue remarquable. On trouve également une cascade artificielle et une passerelle en verre dans la zone basse du parking. Enfin, le point le plus marquant réside dans les activités extrêmes, notamment une plateforme de saut à l'élastique. Vous vous sanglez à un élastique et vous élancez dans le vide. Très peu pour moi. Quant aux amateurs de sensations fortes, des compétitions de base jump y sont aussi organisées. Vous sautez d'une hauteur vertigineuse, équipé d'un parachute ou d'un wingsuit, puis vous filez à travers le canyon à toute vitesse, tel un rapace. L'expérience paraît extraordinaire et vous envisagez sans doute déjà d'y prendre quelques photos. Mais une question demeure. Comment un tel ouvrage a-t-il été construit? Et surtout, est-il sûr? De prime abord, il évoque une fine bande métallique suspendue à une hauteur vertigineuse. L'ensemble repose sur des câbles d'acier et des panneaux totalisant près de 22 000 tonnes. En réalité, la quantité d'acier mobilisé dépasse de 3 fois celle utilisée pour ériger la tour Eiffel. Les câbles principaux sont solidement ancrés dans la roche, garantissant la stabilité de l'ouvrage. Et au moindre incident, les équipes en sont immédiatement informées. Des capteurs à fibre optique, intégrés au câble, mesurent en continu les variations de tension et de dilatation. Ainsi, le pont fait l'objet d'une surveillance permanente. Si des vents violents ou d'autres facteurs provoquent la moindre anomalie, les ingénieurs l'anticipent et interviennent sans délai. Mais l'aspect le plus remarquable réside dans la prise en compte, dès la conception, de toutes les zones de turbulence. Comment y sont-ils parvenus? Il existe un phénomène appelé effet Venturi. Lorsque le vent s'engouffre dans un passage étroit, tel un canyon ou un tunnel, sa vitesse augmente. Dans la province du Guizhou, ce phénomène est fréquent et les rafales dans le canyon de Huajiang peuvent atteindre des vitesses comparables à celles d'un TGV. Construire dans de telles conditions relevait donc du défi. Avant même le chantier, les ingénieurs ont conçu une maquette testée en soufflerie. À l'aide d'instruments spécialisés, ils ont analysé les flux d'air et établi une cartographie précise des vents, leur permettant d'anticiper toutes les turbulences. Forts de ces données, ils ont ensuite entrepris la construction réelle. Passons à présent à un autre pont remarquable de Chine, le pont du Sidoué, qui enjambe la rivière Sidou.
Mis en service en 2009, il s'inscrit dans un vaste réseau autoroutier reliant l'ensemble du pays. Certes, il n'atteint ni la longueur ni la hauteur du pont de Huajiang, mais il demeure impressionnant. Sa structure repose sur 2 tours en forme de hache dressées de part et d'autre de la chaussée. À cause des câbles de suspension qui s'affaissent puis se redressent en son centre, l'ensemble peut sembler fragile. Pourtant, cette impression est trompeuse. Les ingénieurs l'ont conçu pour supporter une charge excédant 43 millions de tonnes, soit l'équivalent de 430 porte-avions. Vous pouvez donc l'emprunter en toute sécurité. Mais l'aspect le plus étonnant de ce pont réside dans sa construction. Pour déployer le premier câble pilote sur plus de 1500 mètres entre les 2 rives, les bâtisseurs ont eu recours à une fusée. À l'image de certaines scènes de films de cambriolage où un grappin est projeté d'un immeuble à un autre, les ouvriers ont appliqué un procédé comparable. Il est peu probable que vous imaginiez qu'un pont puisse être édifié de cette manière. Quittons à présent ces géants technologiques pour découvrir une structure bien plus rudimentaire, mais aussi plus périlleuse. Songez aux récits et films mettant en scène Mowgli ou Tarzan, évoluant dans des jungles épaisses, se balançant de liane en liane. Cette expérience peut devenir réalité au Ghana, au cœur de la promenade de la canopée de Kakoum. Il s'agit d'un ensemble de ponts de cordes suspendus en pleine forêt tropicale. Conçu en 1995 par 2 ingénieurs canadiens et quelques locaux, cette attraction visait à attirer les visiteurs. À première vue, ces passerelles évoquent ces ponts de fortune faits de lianes et de bois que l'on voit dans les films d'aventure. Toutefois, elles sont renforcées par des câbles d'acier, de l'aluminium et des planches solides, et sécurisées par des filets destinés à prévenir toute chute. Heureusement, car ces ponts sont suspendus à plus de 40 mètres au-dessus du sol, pour une longueur totale d'environ 300 mètres. Vous pouvez ainsi éprouver, l'espace d'un instant, la sensation d'être Tarzan. En attendant, le passage d'El Caminito del Rey à Malaga, en Espagne, serpente entre 2 falaises abruptes. Large d'à peine 1 mètre, il est suspendu à environ 100 mètres au-dessus de la rivière. Il s'agit d'un sentier extrêmement étroit, où un léger vertige peut vite s'installer. Rassurez-vous toutefois, des garde-corps élevés assurant la sécurité. À l'origine, cet aménagement permettait aux ouvriers de centrales hydroélectriques de franchir ce relief escarpé. Avec le temps, il est devenu un site emblématique de la région. Modeste par ses dimensions, mais d'un charme saisissant, il invite aussitôt à s'y aventurer. Pour ma part, je m'abstiendrai volontiers. Les hauteurs ne m'inspirent de guère. Nous avons débuté avec l'un des ponts les plus avancés sur le plan technologique. Achevons avec l'un des plus périlleux. Il porte le nom de pont suspendu de Husseini et se situe dans la région du Gilgit-Baltistan, au nord du Pakistan. Longtemps, les habitants de cette zone sont restés isolés du reste du pays en raison du relief montagneux et de l'absence d'infrastructures routières. Les plus aisés pouvaient s'y rendre par avion, tandis que tous les autres dépendaient d'une simple traversée à pied. Par la suite, une route fut aménagée, accompagnée de plusieurs ponts en bois précaire, dont le plus célèbre demeure celui de Husseini. Si vous vous tenez à son entrée, il est probable que vous hésitiez avant de vous engager. Aujourd'hui, son apparence est plus rassurante, mais autrefois, de nombreuses planches faisaient défaut et de violentes rafales faisaient osciller l'ensemble latéralement. Aucun filet ni garde-corps ne venait sécuriser le passage. En 2011, la mousson a détruit l'ouvrage, qui a ensuite été entièrement reconstruit. Il repose désormais sur des câbles d'acier et des planches solides, et des installations de tyroliennes et de vélos aériens ont été aménagées à proximité. Ce lieu est devenu une destination prisée des visiteurs. Si vous aimez éprouver vos nerfs et que l'univers d'Indiana Jones vous attire, cet endroit devrait vous séduire. Et moi, je me contenterai de vous regarder. Pour construire n'importe quelle structure sous-marine, il faut recourir à une grande ingénierie. Les fondations d'un grand pont enjambant un fleuve ou une baie sont ancrées sous l'eau. C'est encore plus compliqué avec les tunnels sous-marins.
toute construction sous-marine est un défi. Les ingénieurs doivent faire face à la pression de l'eau et à la corrosion due à l'eau salée. Il faut aussi trouver les matériaux appropriés. Les plus classiques sont le béton, l'acier et le plexiglas. Le béton ne craint pas les courants et n'est pas endommagé par l'eau salée. L'acier confère aux constructions sous-marines une structure solide. Quant au plexiglas, il est solide, durable et résistant à la lumière du soleil. Il est également transparent. C'est pourquoi il est souvent utilisé pour faire des fenêtres dans les bâtiments sous-marins. Quoi qu'il en soit, lorsque l'eau est peu profonde, il n'est pas très dur d'y construire quelque chose. Les constructeurs créent d'abord une fondation temporaire, puis installent plusieurs piliers par-dessus afin de soutenir la structure. Mais lorsque l'eau est profonde, il faut utiliser d'autres méthodes. Selon celle choisie, l'eau est soit extraite, soit détournée pendant le processus de construction. L'une de ces méthodes consiste à utiliser un système de pilotis. Il s'agit de longues colonnes fines, principalement faites d'acier. Mais leur intérieur est creux. À l'aide d'un énorme marteau, les pilotis sont enfoncés au fond de l'eau, comme on enfoncerait des clous dans une planche. Ensuite, ces colonnes d'acier sont remplies de béton grâce à un tube spécial. Le béton déplace l'eau qui se trouvait à l'intérieur. Ce matériau a la capacité de se solidifier même lorsqu'il est entouré d'eau. C'est ainsi que les pilotis finissent par devenir des fondations très stables pour les constructions sous-marines. Cette technique est un moyen très rentable pour construire quelque chose qui doit rester en place, car ces piliers empêcheront la structure d'être déplacée par le courant. Les bâtards d'eau représentent une autre solution pour construire des structures sous-marines. Ils sont temporaires et permettent aux ouvriers d'avoir un espace sec pour travailler. L'eau est pompée hors de cette enceinte et cela fonctionne comme un barrage. Un bâtard d'eau ressemble à une immense fosse, dont les parois élevées sont entourées d'eau. Ils sont faits de pierre, d'acier et même de terre. Ces constructions peuvent être installées rapidement et retirées encore plus rapidement, mais leur mise en place reste compliquée pour les ingénieurs, car ils doivent s'assurer que la structure ne sera pas inondée et ne s'effondrera pas. La façon la plus simple de construire un bâtard d'eau est d'empiler des sacs de terre. Mais dans ce cas, les ouvriers doivent quand même consolider cette structure afin de la protéger des dommages causés par l'eau. Une fois que le bâtard d'eau est prêt, des pompes extraient l'eau située à l'intérieur. Il est parfois trop coûteux de construire un bâtard d'eau suffisamment profond et solide. Les constructeurs utilisent alors des pompes puissantes qui évacuent l'eau au fur et à mesure qu'elle s'infiltre à travers les parois. Un bâtard d'eau peut céder, mais ce processus est lent et prévisible. C'est pourquoi sur un tel chantier, il y a toujours des pompes de secours qui peuvent fonctionner à plein régime en cas d'urgence afin de maintenir l'eau à l'écart, le temps de faire évacuer les ouvriers. Les bâtards d'eau sont généralement utilisés lors de la construction de barrages et de ponts. Mais lorsqu'un grand navire doit être réparé, les ingénieurs y ont également recours. Les grands bateaux étant trop massifs pour être sortis sur la terre ferme, un bâtard d'eau forme une parfaite cale sèche. Le navire est ainsi isolé de l'eau et les mécaniciens peuvent le réparer là où il se trouve. Lorsqu'un bateau de croisière doit être agrandi, les ingénieurs construisent un bâtard d'eau autour. Puis ils pompent l'eau à l'intérieur, le mettant ainsi à sec. Le navire est alors coupé en deux et le travail d'allongement commence. Il y a plusieurs types de bâtards d'eau. Contreventés, cellulaires, remplis de roches ou faits de terre. Pour chaque type, les ingénieurs doivent déterminer la profondeur à laquelle le mur doit être enfoncé dans le sol. Tout dépend de la nature du sol et du type de réservoir d'eau. Les bâtards d'eau contreventés sont principalement utilisés pour les travaux en eau peu profonde. Ils sont faits de pales planches, qui sont des pièces dont les bords s'emboîtent. Habituellement, les pales planches sont en acier, mais elles peuvent également être faites de béton armé ou de bois et elles créent une sorte de coffre autour du chantier. Les bâtards d'eau cellulaires sont également faits de pales planches. Mais dans ce cas, elles ont une forme différente. Après avoir été reliées entre elles, elles forment des cellules qui sont remplies de terre ou d'argile. Le résultat forme un mur étanche parfaitement stable. Les bâtards d'eau remplis de roches sont utilisés lorsqu'il y a beaucoup de pierres sur le site de construction. Ils sont construits au-dessus du sol. Cela empêche l'eau de s'infiltrer dans le bâtard d'eau et les roches servent de renfort. Les bâtards d'eau en terre sont construits dans les zones où la profondeur de l'eau est inférieure à 3 mètres. Ils sont créés à partir de ce qui se trouve à portée de main, argile, sable ou terre. Il existe aussi des bâtards d'eau à parois simples ou doubles. Le premier type est utilisé lorsque la superficie de la construction n'est pas importante et que la profondeur est supérieure à 6 mètres. Ces bâtards d'eau servent généralement à la construction de ponts. Des piliers ou des plaques de bois sont placés dans le fond de l'eau. Après, des plaques de fer ou d'acier sont ajoutées à l'intérieur. Les ouvriers placent ensuite des sacs de sable de chaque côté du mur. L'eau est enfin pompée et le bâtard d'eau est prêt. Les bâtards d'eau à double paroi sont utilisés pour les chantiers plus importants ou lorsque l'eau est très profonde. De tels chantiers nécessitent des supports plus résistants. Ces bâtards d'eau possèdent 2 parois, ce qui leur confère une meilleure stabilité.
2 murs sont plantés dans le fond de l'eau à une certaine distance l'un de l'autre. Plus l'eau est profonde, plus l'espace est grand. Ils sont ensuite reliés l'un à l'autre. Ensuite, cet espace est rempli de terre. Les bâtards d'eau coûtent cher. Cela signifie que si l'on en utilise un pour un projet, il n'y a pas d'autre option. Mais c'est la meilleure façon de construire des barrages permanents. Lorsque le barrage Hoover a été construit, plusieurs bâtards d'eau ont été mis en place pour détorner le fleuve Colorado. Une fois le chantier terminé, l'eau fut pompée à nouveau dans le bâtard d'eau, puis ses parois ont été retirées. Il y a aussi les caissons qui sont utilisés lors des constructions sous-marines. Ce sont des structures étanches que l'on met dans l'eau. Même ouvert, il reste sec à l'intérieur. Les ouvriers peuvent ainsi creuser jusqu'à ce qu'ils atteignent une surface solide sur laquelle le caisson sera placé. La différence avec les caissons, c'est qu'ils finissent par intégrer le pont ou le barrage. Même si on ne considère pas qu'un pont ou un barrage est une construction sous-marine, la plupart de leurs éléments se trouvent sous l'eau. Par exemple, un grand pont ne pourrait pas supporter son propre poids sans ses piliers de soutien sous-marin. Il existe plusieurs types de caissons, ouverts, pneumatiques et coffrets. Les caissons ouverts n'ont pas de fond. Il s'agit en fait de parois verticales qui permettent aux constructeurs de creuser à leur base. Les caissons pneumatiques empêchent l'eau de s'infiltrer en utilisant de l'air comprimé. Cela permet de maintenir une pression égale à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque les ouvriers creusent, la boue est envoyée vers le haut grâce à un tube spécial. Lorsque le caisson atteint la roche, les ouvriers le remplissent de béton. Contrairement aux autres, les caissons de type coffre ont un fond, et les ouvriers les posent sur une fondation construite à l'avance. Lors de la construction du pont de Brooklyn, les ingénieurs ont utilisé 2 caissons massifs grâce auxquels ils ont atteint la roche-mère et créé les fondations des tours du pont. Il y a aussi la construction hors site. Dans ce cas, les éléments sont non seulement construits, mais aussi assemblés en dehors du chantier. Les ingénieurs ont alors recours à la construction dite modulaire. Différents modules produits en usine sont livrés sur un site où ils sont assemblés comme une sorte de Lego géant. Les structures obtenues sont ensuite remorquées ou transportées sur d'énormes barges jusqu'au site final, où elles seront définitivement mises en place. Certaines coulent sous leur propre poids, mais d'autres ne peuvent atteindre le fond de la mer qu'après avoir été lestées. Cette méthode de construction est très coûteuse, mais elle reste beaucoup plus rentable que tout construire directement sous l'eau, ce qui nécessite des ingénieurs qualifiés et des outils spéciaux, sans compter les risques. Et qu'en est-il des tunnels sous-marins? Comment sont-ils construits? Les tunnels modernes sont généralement construits à l'aide d'énormes fourreuses, qu'on surnomme des tops. Quoique de telles machines aient un prix exorbitant, plusieurs millions de dollars, il leur faut peu de temps pour créer un long tunnel. La foreuse avance très lentement. Elle est dotée d'un plateau circulaire équipé de fraises à disque rotatif. Elles peuvent ainsi facilement ronger la roche solide. Celle-ci se retrouve ensuite sur un tapis roulant, puis un autre mécanisme l'utilise pour construire le revêtement du tunnel dans le sillage de la top. La top ne se contente donc pas de creuser un tunnel, elle en renforce également les parois. 11 énormes tops ont ainsi été utilisés pour creuser le tunnel sous la Manche, long de 50 km, en seulement 3 ans. La tranchée couverte est une autre méthode, utilisée pour créer un tunnel sous-marin. Tout d'abord, les ouvriers creusent une tranchée dans le fond de l'océan ou dans le lit de la rivière. Puis ils y placent des tubes en béton ou en acier, fabriqués à l'avance. Après avoir recouvert ces tubes d'une espèce couche de roche, les différentes sections sont reliées entre elles et il ne reste plus qu'à pomper l'eau en dehors. C'est ainsi que le tunnel Ted Williams, qui relie l'aéroport de Logan au sud de Boston, a été construit. Il a nécessité 12 énormes tubes d'acier de près de 100 mètres chacun qui contenaient des routes déjà préconstruites.